Bonjour chers amis de partout dans le monde qui aimez l'histoire, qui aimez la vérité historique, mais qui vous intéressez aussi à la marche du monde actuellement, qui vous intéressez à la géopolitique, à la géostratégie et au déboire aussi que sa mauvaise utilisation par des hommes politiques cause dans le monde. Alors, à travers cette vidéo, je voudrais poursuivre la présentation de l'œuvre de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Et vous savez que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, sur son ouvrage. Et je voudrais essayer maintenant poursuivre. Je crois que je ne suis pas loin maintenant de finir le commentaire de l'ouvrage de Brzezinski. C'est important parce que ça permet de comprendre les événements que nous vivons actuellement. La politique états-unienne et de l'Europe, de l'OTAN, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de certains pays que l'OTAN a ciblés comme étant des pays ennemis. D'ailleurs, dernièrement, il y a le Pentagone qui a produit un rapport qui dit que pour que les États-Unis puissent progresser dans leur politique au plan mondial, ils ont besoin d'ennemis. Voilà. Comme on dit, l'art de se faire des ennemis. Voilà, donc c'est cela. Alors ici, Brzezinski parle d'absence d'équilibre régional entre les puissances, notamment au niveau de l'Australie et de l'Indonésie. Alors il dit que ces deux entités politiques se méfiaient l'une de l'autre. Ça peut se comprendre. Parce que l'Australie a été créée par qui? Par des colons britanniques. Or, l'Indonésie, c'est un ensemble de plusieurs îles peuplées par des populations diverses qui ont été colonisées par les Pays-Bas, pour ne pas dire la Hollande. Les deux pays ne cachent pas l'anxiété que leur inspirent les perspectives à long terme suggérées par la domination militaire chinoise et doutent que les États-Unis puissent demeurer les garants de la sécurité de la région. Mais pourquoi est-ce que ces pays-là vont attendre que ce soit les États-Unis qui fassent leur sécurité? Mais si quelqu'un fait ta sécurité, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il te domine. Voilà. Donc ce qu'il dit de la crainte de ces deux pays-là, l'Australie et l'Indonésie, qui craignent une domination militaire de la Chine et qui comptent apparemment se réfugier dans la protection militaire des États-Unis, ça sert à quoi? Parce que si les Australiens, mis à part les aborigènes qu'ils ont massacrés à grande échelle, sont en général des Britanniques, mais les Indonésiens, ce sont des Asiatiques. Ce sont des populations mongoloïdes. Bon, sans compter, bien sûr, les populations mélanésiennes, c'est-à-dire noires, notamment ce qu'on appelle improprement les aborigènes. Voilà, c'est cela. C'est-à-dire, plutôt, je veux dire, ceux de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, mais c'est cela. Les aborigènes en Australie et puis les Papous, les Noirs qui sont en Indonésie. Parce que les Papous qu'on trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on les trouve aussi dans certaines îles de l'Indonésie. Ça, il faut savoir cela. C'est cette même crainte qui a conduit Singapour à rechercher une coopération plus étroite en matière de sécurité avec ces deux nations. Bon. Singapour joue sur deux tableaux, la Chine et les États-Unis. Bon, mais parce que Singapour, c'est simplement une ville, mais qui est très riche. Le niveau de vie là-bas est très élevé. Mais Singapour a les moyens de se doter d'une armée, avec des moyens militaires, je veux dire, au plan de l'armement, qui soient conséquents. Singapour a le moyen de le faire. C'est cela. En fait, s'agissant de cette région, la question centrale que se posent aujourd'hui les stratèges et à laquelle il n'existe pour l'heure aucune réponse est la suivante. Pendant combien de temps encore 100 000 soldats américains pourront-ils maintenir la paix dans la région la plus peuplée et la plus armée du monde? Et surtout, combien de temps pourront-ils rester? Mais les États-Unis qui sont là-bas, là,
est-ce qu'ils sont là-bas avec l'aval de la population? Est-ce que là où ils sont là, est-ce qu'il y a eu des référendums pour que la population dise que nous sommes d'accord qu'il y ait des bases américaines? Non. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Souvent, des gouvernements signent ce type d'accords-là sans consulter la population. Et ça, souvent, ça fait problème. Ça fait problème. Ça fait problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis ont des îles dans ces zones-là. Oui, les États-Unis ont des îles qui font partie du territoire américain. Voilà, donc c'est ça. Il faut savoir cela. Bon, combien pourront-ils rester? Par exemple, combien ils pourront rester même avec leurs bases militaires qui sont au Japon, notamment la base militaire d'Okinawa. Voilà le problème. Pourquoi le nationalisme gagne du terrain? Ah, mais parce que c'est ainsi. La croissance démographique est très importante. Il faut y ajouter les aspirations populaires à plus de prospérité. C'est dans ce contexte particulièrement conflictuel que se produisent des bouleversements géopolitiques d'Asie orientale. La Chine, quelles que soient ses véritables visées, est une puissance en pleine ascension qui pourrait devenir dominante. C'est comme si c'est une prophétie. La Chine est devenue dominante. Elle n'ose pas dire qu'elle est la première puissance. Hein? Elle se présente toujours comme un pays émergent, mais en fait, la Chine est un pays dominant. Au plan économique, ça c'est clair. Le rôle des États-Unis en matière de sécurité est de plus en plus dépendant de la coopération du Japon. Est-ce que le Japon coopère franchement? C'est à cause de la Chine que le Japon fait semblant de coopérer avec les États-Unis. Sinon, ils voient la base d'Okinawa des Américains, la base militaire d'Okinawa, comme une occupation de leur terre. Ça, c'est clair. Voilà. Et puis aussi, il y a le contentieux de l'île de Sakhaline avec la Russie, qui était anciennement l'Union soviétique, mais avec la Russie. Le Japon cherche à jouer un rôle politique plus précis et plus autonome, ce qui est légitime d'ailleurs. La Russie a beaucoup perdu de son influence, l'Asie centrale étant aujourd'hui l'objet de l'intérêt international. Ah non, ce n'est pas le cas. Les anciens pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, certains n'ont pas été hostiles, ne sont pas hostiles vis-à-vis de la Russie comme on le voit avec l'Ukraine, non. L'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan ont de très bons rapports avec la Russie. Ça, il faut savoir cela. La division de la Corée a de moins en moins des raisons d'être, ce qui fait de la future orientation de ce pays une question de plus en plus cruciale sur le plan géostratégique pour ses principaux voisins. Mais il faut avouer que quand la Corée du Sud et la Corée du Nord tentent de se rapprocher, les États-Unis font tout pour empêcher cela. Ils font pression sur les dirigeants des choses, comment on appelle ça, de la Corée du Sud, pour dire si vous voulez continuer ces liens-là. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les familles sont divisées. La même famille-là, certains membres sont en Corée du Nord, d'autres sont en Corée du Sud. Il y a eu des fois où les deux pays se sont entendus pour que les membres de la même famille puissent se rencontrer. C'était des moments très émouvants. Mais les États-Unis font comprendre aux dirigeants de la Corée du Sud que si vous ne faites pas ce que nous on veut là, on va vous laisser ceux de la Corée du Nord vous envahir. Parce qu'ils ont plus de capacités militaires que vous. Voilà. C'est un peu ce chantage-là que les États-Unis font. Mais pendant combien de temps? C'est la même nation. Les Coréens, ce sont des Coréens. D'ailleurs, il y a certains Coréens qui sont de nationalité chinoise. Voilà, il faut savoir cela aussi. Ces mouvements tectoniques donnent encore plus de poids aux deux questions posées en début de chapitre. Le régional prend le pas sur l'international, ce qui est tout à fait normal. Quand on est voisin, il faut coopérer. Il faut coopérer. L'histoire de la Chine est celle de la grandeur d'une nation. Le nationalisme intense du peuple chinois aujourd'hui n'a de nouveau que le fait qu'il permet de cimenter un nombre sans précédent de citoyens, bien sûr. Parce que 1 milliard
presque 300 millions de Chinois, mais il y a plus de 900 millions de Han. De Han, c'est-à-dire de l'ethnie Han. Là-bas, ils appellent ça le nationalisme. Parce qu'à l'intérieur de la Chine, il y a différents peuples. On peut présenter ça en fait comme même des ethnies. C'est comme des ethnies en fait. Mais eux, ils appellent ça dans leur jargon des nationalités. Ils appellent ça des nationalités. Sinon, il y a les Han. C'est ceux-là qui sont les véritables Chinois, les Han. Ensuite, il y a quoi? Il y a les Ouïghours. Il y a les Mongols. Il y a les Coréens. Mais les Mongols ici, c'est la Mongolie intérieure. Les Coréens ici, c'est les Coréens intérieurs qui font partie de la République populaire de Chine. Vous voyez? Maintenant, il y a les Tibétains. Hein? Il y a les Mandchous. Tous ceux-là font partie de la Chine. Voilà. Ils ont leur culture, etc. Ils ont leur langue propre. Mais évidemment, la langue nationale, la langue officielle, c'est le mandarin. Voilà. Même entre les rangs, il y a différentes, je peux dire, différents patois, si je puis parler ainsi. Mais c'est le mandarin qui est la langue officielle. C'est le mandarin qui est la langue officielle. Il ne s'agit plus d'un phénomène toujours essentiellement. Il ne s'agit plus d'un phénomène toujours essentiellement touchant essentiellement les étudiants qui tout au début de ce siècle avaient été les précurseurs du Kuomintang et du Parti communiste chinois. Oui, parce que le Kuomintang, c'est le parti de Chiang Kai-shek. Voilà. Ce sont ceux-là, quand ils ont perdu la guerre en 1949 vis-à-vis du Parti communiste, c'est eux qui sont allés sur l'île de Formose et sous la protection des États-Unis, ils ont créé ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la République de Taïwan, qui ont créé Taïwan, sur l'île de Formose. Vous voyez, c'est ça. Donc, les Chinois, par exemple, du continent, estiment que les États-Unis sont venus diviser leur peuple. Ils sont venus diviser leur peuple. Alors, comment vous voulez que dans ces conditions, ils soient d'accord avec ce que les Américains font en matière de géostratégie en Asie? Non, ils ne peuvent pas être d'accord. Le nationalisme chinois est aujourd'hui un phénomène de masse qui marque l'état d'esprit du pays le plus peuplé du monde. Pourquoi est-ce que les Chinois sont nationalistes? Parce qu'ils ont subi l'impérialisme. Parce qu'ils ont subi l'impérialisme. On a vu ce qu'on appelait les traités inégaux. On a vu les pays, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, les États-Unis, tous ceux-là, ils avaient créé des zones d'extraterritorialité, c'est-à-dire des zones du pays chinois où eux, ils faisaient la loi et puis ils vendaient la drogue là-bas comme ils voulaient. Ils vendaient de l'opium. On a vu, il y a eu la guerre de l'opium que la Chine a perdue. Vous voyez? Les Chinois se souviennent de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se soudent. Ils se mettent ensemble pour que les pays soient forts, pour ne plus jamais subir l'impérialisme qu'ils ont subi. Alors, il faut savoir cela. Ce sentiment est profondément enraciné dans l'histoire. Voilà. En effet, celle-ci a prédisposé l'élite chinoise à considérer la Chine comme le centre naturel du monde. En fait, bon, ça ne date pas de maintenant. Anciennement, et toujours, les Chinois ont appelé leur pays l'Empire du Milieu. Parce que pour eux, leur empire, c'est au centre de la Terre. Voilà, enfin, sur du globe terrestre, voilà, l'Empire du Milieu. Le mot chinois pour désigner la Chine, Chunko, au pays du milieu, c'est ce que je disais. Chunko, au pays du milieu. Véhicule l'idée que ce pays occupe une place centrale dans les affaires mondiales et souligne l'importance de l'unité nationale. Non, ce n'était pas par rapport aux affaires mondiales, non. Même à l'époque même quand leur empire est né, c'est comme ça qu'ils ont appelé leur pays. En ce moment, ils ne jouaient pas un rôle mondial, non. Mais c'est au plan spirituel. C'est au plan spirituel. C'est comme ça, au plan spirituel. Parce que ce qui est au centre, c'est autour c'est ce qui est au centre là, c'est autour de lui que tourne tout le reste. C'est comme ça. Les Japonais, ils ont appelé leur empire l'empire du soleil levant. Bon. Voilà. Bon, je crois que les Coréens, ils avaient appelé leur pays du matin calme. Je ne sais pas si je dis ça correctement, mais bon, c'est à peu près cela. Donc, chacun a donné le nom qu'il estime juste. Et par rapport à sa vision, à son pays, c'est ce que les Chinois ont fait. C'est l'empire du milieu. Ce terme implique également l'idée d'une hiérarchie, d'une succession de cercles concentriques à travers lesquels s'exerce l'influence de la Chine, qui est située au centre, à tant des autres,
qui lui témoignent du respect. Vraiment, Brzezinski, il a de l'imagination. Hein? Il a de l'imagination. Mais tout être humain attend d'être respecté. C'est la question de la dignité humaine. Ce que les suprémacistes blancs ne comprennent pas d'ailleurs. Par ailleurs, depuis des temps immémoriaux, la Chine riche d'une population importante a toujours constitué une civilisation bien particulière, fière et différente des autres, bien sûr. Cette civilisation était très avancée dans tous les domaines, ça je suis d'accord avec lui. Philosophie, culture, beaux-arts, discipline sociale. Les Chinois gardent en mémoire que jusqu'au début du XVIIe siècle, leur pays dominait le monde en termes de productivité agricole, d'innovation industrielle et par son niveau de vie. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que les Chinois ont créées qu'on croit venir des Européens. La boussole, c'est les Chinois. La boussole, c'est les Chinois. Voilà. Même la poudre à canon, là, c'est les Chinois qui ont créé ça, qui ont trouvé ça. La boussole aussi, c'est eux. Oui, c'est ça. La poudre à canon, c'est eux. Eux, ils prenaient pour faire des pétards pendant la fête qui marque la nouvelle année chinoise. Les Européens, ils ont compris qu'en prenant une grande quantité, en mettant ça dans un canon, il peut faire mal. C'est avec ça qu'ils ont utilisé comme arme pour dominer la terre entière. En faisant des crimes un peu partout. C'est ça les faits. Voilà, c'est la vérité que je suis en train de dire, c'est tout. Contrairement aux civilisations européennes et islamiques qui ont donné naissance à 75 nations, la Chine est demeurée pendant la plus grande partie de son histoire un État unique qui, au moment de la déclaration d'indépendance de l'Amérique, comptait déjà plus de 200 millions d'habitants et dominait également le monde sur le plan industriel. Mais parce qu'il faut dire que dans l'Empire chinois, ce qu'on appelle aujourd'hui les nationalités, que les Chinois appellent les nationalités, là, différentes ethnies ont exercé le pouvoir au sein de l'Empire chinois. Ah oui, les Mongols ont dominé l'Empire chinois. Les Mandchous ont été les derniers à fournir les empereurs. Oui. Maintenant, on a vu les empereurs de la dynastie Ming, c'est-à-dire qu'ils ont eu plusieurs dynasties qui sont de plusieurs ethnies. Ceux de la dynastie Ming, eux, ils étaient effectivement des Han. Voilà. Mais on a vu les Mongols. C'est cette dynastie-là qu'on appelait la dynastie Yuan. Yuan. Et vous voyez que leur monnaie, là, ils appellent ça Yuan. Or, les Mongols ont conquis différents territoires. Vous comprenez, non? De même que les Mongols ont conquis plusieurs territoires et ont effrayé les Européens. Là. Ils ont appelé leur monnaie là, le Yuan, qui est le nom de la dynastie d'origine mongole, hein, qui est issue de Genghis Khan. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre. Maintenant, il y a la dernière dynastie qui a fait qu'on est passé à la République. C'est la dynastie Mandchou. La dynastie Mandchou, dont le dernier empereur était un enfant d'à peine 5 ans, qu'on appelait Puyi. Voilà, Puyi. Il faut comprendre ça. Bon, alors, il écrit à cet égard, la décadence de la Chine durant les 750 années d'humiliation qu'elle a subi, vous voyez, constitue une aberration, une profanation des qualités propres à la Chine, un outrage personnel à chaque Chinois qui doit être lavé et pour lequel ses auteurs méritent un châtiment. Mais qui a fait ça? Ce sont les Européens et puis les Américains. Les responsables de cet outrage étaient à des degrés différents au nombre de 4. La Grande-Bretagne, le Japon, la Russie et les États-Unis. Non, pendant les traités inégaux, la Russie n'était pas concernée. Au contraire, la Russie n'était pas concernée. Parce que même au début du XXe siècle, la Russie a été battue militairement par le Japon. La Russie n'était pas concernée. Mais il y avait l'Italie, il y avait l'Espagne, il y avait le Portugal. Le Portugal occupait Macao. Macao, c'était la zone d'extraterritorialité des Portugais. Vous voyez, donc c'est un peu ça. La Grande-Bretagne, en raison de la guerre de l'opium, voilà, dont je parlais tout à l'heure, et de la dégradation honteuse de la Chine qui a suivi, le Japon aux instincts prédateurs à cause des multiples guerres qu'il a provoquées au cours du siècle dernier, infligeant de terribles souffrances au peuple chinois sans que les Japonais s'en repentent. Voilà, s'en repentissent. Lui, c'est ce qu'il a été ici. Mais c'est ça les faits. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les relations entre le Japon et la Chine ne sont pas de bonnes relations. Parce que les Japonais ne veulent pas reconnaître les crimes, les méfaits qu'ils ont eu à commettre. Et ça, c'est malheureux. Quand un pays ne veut pas reconnaître ses méfaits, comme certains disent, oui, la traite négrière, c'était un crime contre l'humanité, mais dont on ne veut jamais dire qui est l'auteur. La traite négrière, c'est un crime contre l'humanité, mais qui est l'auteur? La Russie, en raison de ses incursions prolongées en territoire chinois au nord,
et de l'indifférence tyrannique de Staline à l'égard de l'amour propre des Chinois. Enfin, les États-Unis sont également coupables car leur présence en Asie et le soutien qu'ils accordent au Japon font obstacle aux aspirations internationales de la Chine. Les Chinois attendent seulement un mot des Japonais. Pardon. C'est tout. Et que les Japonais ne veulent pas reconnaître. Or, ils tiennent beaucoup de la civilisation. Les Japonais tiennent beaucoup de la Chine. L'écriture du Japon, là, c'est inspiré de l'écriture de la Chine. Et puis, ce sont des maîtres chinois qui ont introduit le bouddhisme au Japon. Il y a beaucoup de Japonais qui venaient étudier en Chine. C'est ça les faits. Aux yeux des Chinois, l'histoire a déjà châtié, pour ainsi dire, 2 de ces 4 puissances. En effet, la Grande-Bretagne est dépossédée de son empire. Le fait que le pavillon anglais ne flotte plus sur Hong Kong clôt à jamais ce chapitre douloureux de l'histoire de la Chine. Parce que Hong Kong, c'était la zone d'extraterritorialité de la Grande-Bretagne. C'est ce qu'il faut dire. La Russie, pour sa part, demeure à proximité, mais elle a perdu de sa stature, de son prestige, ainsi qu'une partie de son territoire. Restent les États-Unis et le Japon, principal souci de la Chine aujourd'hui. Ce sont les interactions entre ces 3 puissances qui détermineront pour l'essentiel le rôle qui revient à la Chine, tant au niveau régional que mondial. Mais attention, la Russie a rebondi. La Russie a rebondi au niveau puissance. Voilà. Mais aujourd'hui, ce que les Chinois font, c'est ce qu'on appelle le soft power. C'est-à-dire que ce n'est pas une domination brutale, c'est une domination subtile. Et ils sont d'accord pour le win-win, c'est-à-dire le gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? La nouvelle route de la soie. La nouvelle route de la soie. Pour des échanges avec tous les pays. Hein? Mais les Occidentaux veulent montrer ça comme un moyen de domination. Oh, c'est pas vrai. Ils veulent faire un commerce équitable. Gagnant-gagnant. Ouais. C'est ça le problème de ces Occidentaux-là qui ne comprennent rien. Qui voient toujours des rapports de façon conflictuelle. Les rapports peuvent ne pas être conflictuels, non. Quoi qu'il en soit, ce rôle dépendra en premier lieu de l'évolution même de la Chine. Parviendra-t-elle à s'imposer réellement comme puissance économique et militaire? Bien sûr, c'est ce qui se passe. Oui, parce que les Chinois, ils ont l'arme nucléaire, ils ont tout ce qu'il faut aujourd'hui. Le rythme de la croissance économique et le montant des investissements étrangers, tous ceux parmi les plus élevés dans le monde, ont permis d'établir plus que d'ici 20 ans environ, la Chine deviendra une puissance mondiale de même envergure presque les États-Unis ou l'Europe, à condition que cette dernière poursuive son unification et son expansion. Mais la Chine est devenue la première puissance du monde. Je crois qu'il y a un auteur, je ne sais pas si on l'appelle Pierre Fitt, qui avait écrit « Quand la Chine sévira, le monde tremblera ». C'est cela. Mais la Chine ne veut pas une domination coercitive, elle veut un échange. Voilà, elle veut un échange parce qu'elle produit beaucoup aujourd'hui. Elle produit beaucoup aujourd'hui. Voilà, c'est tout. La Chine a combien de bases militaires à l'extérieur de la Chine? Je ne sais pas. Est-ce que la Chine a beaucoup de bases militaires? Non, elle n'a pas beaucoup de bases militaires à l'extérieur. Je ne sais même pas si elle en a. Peut-être si elle en a, peut-être c'est tout au plus une base militaire. Je crois que je ne sais pas si c'est à Djibouti. Voilà, c'est tout. Donc, la présenter comme un pays qui veut dominer les autres, etc., comme Brzezinski veut le faire, ce n'est pas... Et comme aujourd'hui, même certains géopoliticiens européens veulent le faire, ce n'est pas vrai. Donc, il y a une émergence, l'émergence de la Chine, qui est renforcée aussi par Hong Kong aussi, qui était une économie vraiment importante, de Macao aussi, qui était une zone d'extraterritorialité des Portugais qui a été rétrocédée à la Chine. Et maintenant, il reste Taïwan. Taïwan qui est l'île rebelle. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis jouent les protecteurs de Taïwan. On a vu comment Nancy Pelosi, qui était la présidente de la Chambre des représentants, allait faire une visite officielle à Taïwan comme pour narguer la République de Chine. Voilà, et ça, c'est ça qui fait problème. Alors, nous allons nous arrêter là. Voilà, nous allons nous arrêter là. Ça fait déjà 24 minutes. Donc, je présentais un aspect de l'ouvrage de Brzezinski, Le grain échiquier. Là, ici, il parlait des évolutions géopolitiques en Asie orientale. Voilà, en Asie orientale. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est à Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.